Bonjour à tous et re-bienvenue à l'Observatoire. Alors moi, parmi mes loisirs, il y a le jeu vidéo, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et il y a une question que je me pose souvent, et on va y répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on génère des univers, comment est-ce qu'on génère un monde, comment est-ce qu'on génère un donjon. Et donc on accueille Sylvain et Florian pour nous expliquer comment c'est fait. Voilà. Ça arrive. Ah, voilà. Non, il a pas envie de passer en plein écran là. C'est pas grave si. C'est le PC, il est fatigué là, ça fait 2 jours de conf, il en a marre lui aussi, 15 heures. Et encore, on lui a pas fait porter un costume parce que sinon. Voilà. Ah, voilà. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Si tu casses tout. Goose qui casse le matériel en plus. Tout se passe bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus sur cette avant-dernière conférence de la journée de DevQuest. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous continuez à passer un bon moment. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de génération de donjons et également un petit peu d'univers. Je me présente, je m'appelle Florian, alias Flo, ça va plus vite aussi sur l'animation, donc c'est un petit peu plus simple. Je travaille pour une société qui s'appelle Zenica, je suis basé à Clermont-Ferrand, donc ça fait une petite trotte pour venir jusqu'ici à Niort. Et je suis accompagné de Gouze. Salut Gouze. Ouais, donc moi c'est Gouze, Sylvain Gouzian. Pareil, je travaille chez Zenica aussi, je dois le supporter, c'est mon chef, donc il faut que je lui dise du bien de lui. Je suis pareil donc à Clermont, même si j'habite plutôt vers Lyon. Et pareil, passion de jeux vidéo, tout ça en fait. Voilà. Et la conf d'avant, franchement, elle était bien. Franchement, ouais. Wow. On est en retard sur la... Ouais, enfin, on est en avance sur le ça. truc, ouais. Ouais, Flo, en effet, on est de retour ici, c'est trop bien, donc voilà. Bon allez, c'est terminé. Hop, vous sortez. Vous avez triché, là, vous avez mis des cheat codes. Ok. Non, Gouze, non, je vais venir te sauver. On l'a pas du tout révisé avant. Ça s'appelle Bon. l'improvisation. C'est ça. On en fout l'improvisation. C'est aussi pour ça que c'est un petit peu sur les timings. Bon, vous nous pardonnerez, c'est un peu... voilà. Bon, eh ben, Goose vient de se faire emmener par le terrible cyclope de l'organe DevQuest. Donc il va falloir aller le sauver. Et pour aller le sauver, il va falloir qu'on traverse un monde qui nous sépare. Bon, il est à 2,50 m, mais il y a un monde qui nous sépare. Et du coup, on va parler un petit peu de monde et de génération de monde dans les jeux vidéo. Parce qu'en fait, de la génération dans le jeu vidéo, on en fait depuis, pour ainsi dire, toujours. On en fait pour plusieurs raisons. La première, c'était d'avoir de nouvelles expériences à chaque fois qu'on lançait un jeu, notamment pour de la génération de donjons. Donc le premier jeu qui a réellement utilisé de la génération procédurale, c'est ce truc-là, c'est Beneath Apple Manor, sorti en 78, donc ça fait 50 ans quasiment. Et le but, c'était assez simple, c'était de passer d'un donjon à l'autre. Chaque fois que vous démarriez le jeu, ça générait un nouveau donjon aléatoire et il fallait aller explorer un petit peu cette partie-là. Et on a eu dans les années 80, en 1980, ce jeu-là qui a donné son nom à tout un genre entier, puisque le nom de ce jeu c'est Rogue, et ça a créé le genre des roguelikes. Donc le but du roguelike c'est assez simple, hein, c'est une boucle de gameplay qui est assez simple à comprendre, mais dans laquelle on va évoluer au fur et à mesure qu'on va mourir, puisqu'on va débloquer des nouveaux achievements, des nouveaux skills qui vont rester au fur et à mesure de notre progression. Et on continue à faire de la génération pour des mondes qui vont changer à chaque fois, et notamment un exemple assez récent auquel pas mal de gens ont joué, c'est FTL, Faster Than Light, où on va générer en fait un ensemble de mondes et de secteurs dans lesquels on va passer, et à chaque fois que vous allez lancer le jeu, vous allez avoir des nouveaux mondes avec du coup des nouvelles typologies de mondes, et surtout des nouveaux secteurs et des nouvelles liaisons entre chaque secteur à explorer. Donc de la génération procédurale, on s'en sert depuis super souvent. Et un autre cas d'usage qui est apparu au fur et à mesure des années, c'est pour générer des mondes extérieurs. Donc ça, c'est notamment apparu avec l'arrivée des open world, donc dans le début des années 2010. Le pionnier, bien évidemment, c'est Minecraft, sorti en 2009, un monde de cubes qui se génère de manière infinie au fur et à mesure que vous avancez dans le monde. Et à chaque fois que vous démarrez un nouveau monde, vous êtes sur une nouvelle génération complètement différente de l'ancienne, et vous avez des plaines, des montagnes, des océans, des structures qui se génèrent, de la végétation, et ainsi de suite. On a eu plein d'autres jeux qui s'en sont depuis servis. Un exemple assez notable, c'est Don't Starve. Globalement, c'est Minecraft, mais en mode ultra hardcore, sur la gestion des ressources, sur le fait de pouvoir mourir facilement, et ainsi de suite.
Et il y a quelques années, Valheim, qui pousse un petit peu plus le côté exploration-survie par rapport à ce que Minecraft pouvait offrir. Donc en fait, de la génération, on s'en sert depuis super souvent. Et là, nous, on va commencer par la partie extérieure, par la partie biome. Et un des plus vieux algorithmes qui existe pour faire ça, c'est l'algorithme du déplacement du point médian. Alors le principe, il est assez simple. S'il y a des daltoniens dans la salle, je suis désolé pour l'échelle de couleur, je n'ai pas trouvé mieux. Donc je vais essayer de vous le guider aussi au fur et à mesure. Le principe, il est assez simple, c'est qu'on va prendre notre carte, donc ouvrez vos chakras, ce carré est une carte de jeu, et on va prendre 4 valeurs aléatoires au coin de notre carte. Donc là, 4 valeurs complètement indépendantes. Donc pour les gens, si jamais il y a des gens qui ne voient pas correctement, ici c'est valeur 1, là c'est du 8, là c'est du 7, et là c'est du 5, à peu près. Et ensuite, on va calculer les points au milieu de chacune de ces lignes. Donc on va calculer les points qui apparaissent juste ici. Et en fait, pour le calcul, c'est très simple. On fait la médiane entre nos points. Donc pour celui-là, on va calculer en fait entre ces deux points-là. Et on va y rajouter de l'aléatoire. Donc on va lui permettre de dire, bon, si tu es 5, en réalité, tu peux peut-être être un 4 ou tu peux peut-être être un 6. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui n'est pas complètement lisse. On va pas avoir une courbe de terrain qui va être complètement plate. On va pouvoir avoir un petit peu de variation, ce qui va nous permettre de générer des montagnes et ainsi de suite. Et ensuite, on va calculer le point au centre. Et on va reséparer notre carte en des petits sous-cubes, et on va recalculer les points au milieu, et on va recalculer les points au centre, et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait l'intégralité des pixels qui composent notre carte. Et ça, du coup, on arrive à une carte de terrain intégrale, avec du coup des fluctuations, des variations de terrain, et ainsi de suite, en fonction des points qui ont été choisis. Avec cet algo-là, on va pouvoir pas mal jouer en fait sur le taux d'aléatoire qu'on autorise sur le calcul du point au milieu. Plus on va mettre de l'aléatoire, plus on va avoir des terrains qui vont pouvoir changer énormément d'un moment à l'autre. Donc si vous mettez un aléatoire très faible, vous allez avoir en fait des terrains très lisses qui vont avoir très peu de changements de topologie. Et si vous mettez un gros aléatoire, et là pour le coup vous allez avoir des terrains qui sont beaucoup plus différents. Donc en termes de démonstration, on peut faire une petite simulation avec ça. Si j'augmente ici, ma rugosité, en fait là je lui retire de l'aléatoire. Donc je lui dis tu as le droit d'avoir un peu moins d'aléatoire qu'avant. On va se rendre compte qu'en fait j'ai très peu de variations de terrain. Là on peut voir, je pars d'un océan ici, après j'ai pas mal de plaines, après je monte un petit peu et ensuite j'ai une seule grosse montagne. Si je lui dis vas-y tu as le droit de faire absolument tout et n'importe quoi, si je lui fais générer, là ça va ressembler à vraiment des choses qui sont beaucoup plus variées, donc avec plein de montagnes, plein de plaines, etc. et ainsi de suite. Donc on va pouvoir s'amuser un petit peu avec ça et on va pouvoir augmenter la taille de notre carte au fur et à mesure pour régénérer. On a quand même des limitations avec ce système-là. Déjà, le premier point, c'est qu'en règle générale, on génère une carte de taille finie, et ça supporte assez mal le fait d'aller faire des extensions de cartes au fur et à mesure. Donc votre carte, elle est générée, puis ensuite vous n'en bougez plus. Donc c'est quand même pas super pratique. Et puis le deuxième point, alors là, il va falloir que je joue un petit peu avec le générateur, c'est qu'on va avoir des glitches horizontaux et verticaux. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup de loin, mais ici, là, vous avez une super barre complètement horizontale. Là, ici, vous avez une petite barre verticale et ainsi de suite. Et ça, en fait, c'est lié à notre manière de calculer notre carte. Comme, en fait, on utilise nos lignes pour séparer nos carrés en sous-carrés, en sous-carrés, en sous-carrés. Si vous commencez à avoir une valeur qui diffère énormément sur la ligne, ça va impacter tous les points à côté. Et comme ça va impacter tous les points à côté, on va avoir ce genre de glitch qui vont apparaître avec des générations qui du coup sont pas du tout naturelles, des espèces de grandes lignes qui vont poursuivre. Et sur certaines démonstrations, mais là pour le coup c'est la joie de l'aléatoire. Voilà, ici par exemple, vous pouvez parfaitement le voir. Ici là, on est sur un morceau de carré. Là, on est sur un morceau de sous-carte qui vient d'être calculé. Et là ici, vous avez la ligne parfaitement verticale, parfaitement horizontale. Donc on a ce genre de problème. Il y a des solutions, il y a des variantes, comme la variante Diamond Point, qui permet de résoudre ça, où en fait on prend un peu plus de points dans le calcul, et ça permet d'éviter ce genre d'aberration. Mais cette typologie de génération-là, en fait, on la retrouve de moins en moins. Maintenant, ce qu'on retrouve de plus en plus, c'est du bruit de perlin. Alors, pour les gens qui ont un peu plus de 30 ans dans la salle ou qui, comme moi, ont grandi dans le Cantal, quand votre télé était éteinte ou quand votre télé était allumée mais vous n'arriviez pas à capter quoi que ce soit plutôt, vous pouviez voir à votre écran ces choses-là. Ça, c'est du bruit analogique, c'est de la neige, exactement. Un truc sans aucun sens ni intérêt. Le bruit de perlin, c'est de se dire qu'en fait, ça va être un bruit qui va un petit peu ressembler à ça, mais qu'on va structurer, donc avec des raisonnements algorithmiques derrière, qui vont nous permettre d'en faire des choses qui sont assez intéressantes.
Le but du coup du bruit de Perlin là-bas, c'était pour générer des textures. Ça a été inventé pour le film Tron qui est sorti en 82. En fait, il y a plein de textures dans le film Tron qui ont été générées par bruit de Perlin. Et on s'est rendu compte un tout petit peu après que c'était génial pour faire des cartes. Donc on a commencé à s'en servir. Il existe plusieurs variantes de Perlin, notamment le Simplex et le Cell Noise. Alors le Cell Noise, il est super si vous voulez faire des îles. Nous, on va rester sur celui de base, donc c'est le Gradient Noise, c'est l'originel, tout simplement parce que si on devait tous les détailler, il me faudrait 2 heures et je ne suis pas assez calé en maths pour faire le détail. Donc on va rester sur du simple. Le but du bruit de Perlin, en fait, il est assez simple. C'est de se dire qu'on va générer un premier bruit qui va ressembler à ça. Et ensuite, on va superposer plusieurs bruits de Perlin les uns au-dessus des autres, ce qu'on appelle des octaves, pour obtenir un terrain qui va être de plus en plus détaillé. Donc là, vous pouvez voir en temps réel la génération qui apparaît. Donc je pars sur... hop, je vais le baisser un tout petit peu, je vais le relancer. On part sur un premier bruit de Perlin, on superpose un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et vous pouvez voir qu'en fait, sur notre terrain en temps réel, c'est en train de donner beaucoup plus de détails, beaucoup plus de réalisme. Donc ça nous permet d'avoir des transitions de couches qui vont être un petit peu plus harmonieuses que ce qu'on pourrait avoir avec un seul octave. On va pouvoir avoir 2 paramètres principaux pour jouer avec, mais juste avant, le bruit de Perlin, sur sa génération noir et blanc, en fait, c'est un ensemble de vecteurs. Donc un vecteur, qu'est-ce que c'est ? C'est une force et une direction. En fait, chaque point, chaque pixel de notre bruit de Perlin va avoir envie de se balader vers un autre endroit de notre image, donc avec une plus ou moins grande force, une direction qui va être différente. Et une fois qu'on va avoir créé tous ces produits scalaires qui sont complètement aléatoires, tous ces vecteurs qui sont complètement aléatoires, on va calculer le produit scalaire de ces points entre eux. Donc on va multiplier les vecteurs entre eux, ce qui va nous permettre d'obtenir notre premier bruit de Perlin, qui est celui qui apparaît juste ici, là, sur le côté à gauche, qui ressemble à pas grand-chose. Et ça va nous permettre du coup d'avoir des bruits qu'on va pouvoir superposer les uns au-dessus des autres. Quand on va superposer nos bruits, on va pouvoir jouer sur 2 choses. On va pouvoir jouer sur la fréquence. C'est ce qu'on appelle la lacunarité, juste ici. C'est ce qui va définir la taille de nos vecteurs. Ça va permettre de dire à notre algorithme, nos vecteurs, ils ont le droit d'aller super loin, ils ont le droit d'avoir une direction qui est super forte ou pas. Si je mets une lacunarité qui est super élevée, vous allez voir que notre génération de cartes, elle va ressembler à un truc ultra différent à chaque fois, mais avec des gros îlots, mais plein de petites variations. Là, vous pouvez voir qu'ici, on est en plaine, mais en fait, on a plein de changements de couches au fur et à mesure. Donc ça va nous permettre de générer des mondes qui ont énormément de variations de terrain. Si je mets une lacunarité très faible, au contraire, là, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus plat, quelque chose avec beaucoup moins de variations, donc quelques montagnes, mais beaucoup moins de détails. Et la deuxième partie, c'est la persistance. Et la persistance, c'est très simple, c'est ce qui permet de donner ou non de l'importance aux nouvelles octaves par rapport à l'ancien. Donc, pour le résumer très brièvement, notre nouvelle octave, est-ce qu'il remplace quasi intégralement l'ancienne octave, auquel cas, en fait, on va avoir un résultat complètement aléatoire, ou est-ce qu'il ne le remplace quasiment pas? Et c'est ce qui va nous permettre en fait, de jouer aussi là-dessus sur notre génération de monde. Donc notre persistance par défaut, on a un truc de ce style-là. Si je monte la persistance, alors là pour le coup l'échelle elle est un peu inversée, si je monte la persistance, en fait je donne aux nouveaux octaves plus d'importance que les anciens. Donc je me retrouve avec un truc qui est quasiment 100% aléatoire en fait à la fin de ma génération. Vraiment de l'aléatoire, je veux des trucs qui n'ont aucun sens. Si je le rends très très peu persistant, donc si je dis mes nouveaux octaves n'ont quasiment aucune importance par rapport aux anciens, je vais pouvoir me rendre compte qu'en fait j'ai très peu de détails. Et en fait en jouant du coup avec ces 2 paramètres-là, on va pouvoir créer avec un seul algorithme plein de biomes, plein de typologies de mondes qui vont être différents. On va être capable de générer des plaines, on va être capable de générer des océans, on va être capable de générer des montagnes et tout ce genre de choses. Ça, bien évidemment, Minecraft en fait un usage très intensif, notamment pour calculer ces biomes, donc pour définir, là je suis en montagne, donc il me faut des trucs qui sont un petit peu plus hauts, etc. Mais il y a également des générateurs de mondes qui se veulent réalistes, qui vont vraiment se servir de ce genre d'algorithme pour aller faire des montées de montagnes, par exemple, très réalistes, ou des fonds océanographiques aussi réalistes. Donc vraiment, on peut aller assez loin avec ce système-là, avec du bruit de Perlin. Bon, jusque-là, c'est bien. On a réussi à faire de la génération, donc on a 2 algorithmes qui nous permettent de faire de la génération de mondes. Par contre, actuellement, si je génère un monde sur mon ordinateur, si j'ai envie que quelqu'un d'autre dans la salle puisse à nouveau refaire le même monde, il ne va pas pouvoir. Enfin si, il va falloir qu'il lance des milliards de fois la génération du monde pour tomber par hasard sur le même rendu. Donc pour ça, on a un système
Et là, pour le coup, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse la conférence de Paul d'hier sur son jeu vidéo qu'il crée depuis quelque temps, parce qu'il en parle pas mal. C'est en fait de se dire que notre aléatoire, il ne va pas être si aléatoire que ça. On va utiliser pour ça un PRNG, un Pseudo-Random Number Generator. Et le principe, c'est de se dire que nos nombres aléatoires, en fait, ils vont être basés sur une seed, donc une graine. C'est basiquement une chaîne de caractères initiale en fait, qui permet d'initialiser notre moteur. Et cette graine-là, elle va permettre de faire en sorte à ce que notre algorithme de génération de nombres aléatoires, entre deux exécutions, ce soit toujours le même résultat. Donc si je prends ma graine ABCD, par exemple, je sais que le premier nombre aléatoire qui sera tiré, ça sera 4. Et le deuxième nombre aléatoire qui sera tiré, ça sera 13. Et le troisième nombre qui sera tiré, ça sera 8. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que je relancerai ma génération avec la même graine, j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc c'est de l'aléatoire qui ne devient plus aléatoire. Et typiquement, dans Minecraft, en fait, quand on crée un nouveau monde, ce que Minecraft fait, c'est qu'il crée une seed aléatoire. Et il va vous indiquer cette seed. Si vous faites F3 quand vous jouez à Minecraft, vous aurez la seed qui sera indiquée en haut à gauche. Et c'est sur cette seed que toute votre génération de nombres aléatoires va se baser. Donc ça vous permet d'avoir deux personnes qui ont le même monde et qui ont du coup le même fonctionnement et les mêmes biomes à traverser. Bon, c'est bien. Maintenant, on a un monde, on sait se le partager de sauvegarde en sauvegarde, donc c'est plutôt pratique. Par contre, on a un monde qui est complètement vide. Voilà, on a généré des océans, etc. Ça serait peut-être bien de les peupler un petit peu. Et pour ça, il existe plein de manières de faire. La première, c'est de le faire avec juste un tout petit peu d'aléatoire et des règles. Ça va nous permettre de créer plein de choses. Par exemple, un bloc de pierre, qui est actuellement entre la couche 11 et la couche 16, il a 0,05% de chance de devenir un bloc de diamant. Et la deuxième règle, c'est si le bloc est entouré par un autre bloc de diamant, il a 28% de chance de devenir un bloc de diamant. Ça va être ultra pratique pour aller créer des gisements de minerais, pour aller faire du positionnement de plantes, tout ce genre de choses. Vous allez pouvoir le faire en fait avec un petit peu d'aléatoire, et ça va plutôt bien se passer. On a un autre système qui est plus dédié pour générer des arbres et des plantes réalistes. Ça s'appelle L-System. Le L, c'est pour Lindermeyer, c'est lui qui l'a inventé. C'est un algo qui est très vieux puisqu'il date de 1968, donc il a bien plus que mon âge. 57, voilà. Donc on a une personne de 68 aussi dans l'auditoire. Et en fait, le principe est assez simple, c'est de se dire qu'on va démarrer notre génération avec un axiome. Un axiome, ça va juste être un point de départ. Là, par exemple, ici, c'est F, notre point de départ. Et ensuite, on va ajouter une règle qui va indiquer comment notre axiome doit évoluer à chaque fois qu'on va faire une itération. Et là, par exemple, ici, notre axiome, c'est F devient F crochet plus F, F crochet moins F, F. Donc, ce que ça signifie, c'est que notre F, qui est juste une tige, ça devient F, une tige, plus F. Donc en fait, je fais une tige dans le sens anti-horaire. Je reviens parce que je ferme mon crochet, je fais une deuxième tige. Moins F, je fais une tige dans le sens horaire. Je reviens et je refais une dernière tige. On a l'exemple juste après qui le montre un peu plus en détail. Et on peut avoir un système avec plusieurs probabilités. Donc de dire, en fait, quand j'itère, j'ai 33% de chance que ça devienne ça, j'ai 33% de chance que ça devienne un autre axiome, et j'ai 33% de chance que ça devienne encore un autre axiome. Ce qui va vous permettre en fait, de faire de la génération avec des règles réalistes, mais malgré tout laisser une petite part d'aléatoire dans votre génération. Si on prend un exemple, ça va ressembler à ce truc-là. Donc si je prends avec une seule itération, ici, mon axiome, je pars de F, et ça devient F plus F, F moins F, F. Donc notre premier F, on le voit bien ici, le moins F, on le voit là, le deuxième F, on le voit ici, le moins F, on le voit là, et le dernier F, on le voit là. Donc globalement, on vient juste de faire une itération. Si j'itère deux fois, on ne va pas faire ça avec tous, hein, promis. Si j'itère deux fois, on va pouvoir voir que notre chaîne générée, du coup, en fait, on a remplacé tous les F par à nouveau cette chaîne-là. Donc ça va nous permettre de faire une génération beaucoup plus complète, et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre, par exemple, sur une grande itération, d'aller faire des arbres un peu plus complets. On va pouvoir modifier nos axiomes, ce qui va nous permettre de modifier notre génération et notre rendu final. Et on va également pouvoir faire, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, des règles avec probabilité. Donc là, on a 34% de chance que ça devienne le K1, 33% de chance que ça devienne le K2 et 33% de chance que ça devienne le K3. Du coup, si je génère, à chaque fois, je vais avoir un arbre différent, mais qui va quand même respecter à peu près la même structure et le même fonctionnement. Donc ça, c'est génial pour générer notamment des plantes de manière réaliste, et ça vous évite d'avoir à vous taper 28 000 arbres différents en modélisation manuelle et d'y passer 3 ans et demi pour juste faire une forêt dans votre jeu. Dernière partie, si on prend notre Minecraft, les caves.
Pour les caves, en fait, on a un autre algo qui est assez simple, c'est le step CA. Et le but, c'est de se dire, en fait, si j'ai 5 blocs autour de moi qui sont des murs, alors je suis un mur. Et sinon, je deviens du vide. Et on va itérer plusieurs fois là-dessus, et ça va nous permettre d'avoir de la génération de caves à peu près naturelles. Par contre, attention, là, on parle de caves, on ne parle pas de donjons. Donc, on va pouvoir voir, notamment dans notre remplissage, là, ici, si je pars sur un grand remplissage intérieur, il faut voir qu'en fait, j'ai plein de salles qui ne sont pas du tout accessibles. Et ça, c'est normal. Ce n'est pas le but du step CA. Le but du step CA, c'est juste de générer des zones qui vont être vides et qui vont plus ou moins ressembler à des cavernes. Donc là, ici, on le fait pour une couche. Si vous faites ça sur 4 ou 5 couches, du coup, vous avez des cavernes avec un toit, un sol, et ainsi de suite. On va pouvoir jouer sur 2-3 petites choses. Le remplissage initial du coup, de notre sous-sol. Est-ce que c'est 100% des blocs remplis, auquel cas ça ne marche pas, ou est-ce que c'est 50% des blocs remplis, auquel cas ça va devenir en fait, un grand gruyère, parce qu'au bout de 4 ou 5 itérations, tout va être devenu du vide. Le seuil de naissance, donc au bout de combien de temps on considère qu'en fait notre bloc doit devenir du vide. Par défaut c'est 5 blocs, mais on peut le monter à 6, 7, on peut le descendre aussi. Et le nombre d'étapes d'itération. Donc là par exemple, hop, si je vous le fais en animation, première étape, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on voit du coup nos caves qui se génèrent en fait de manière assez rapide. Et ça va nous permettre d'obtenir des résultats assez réalistes. Et ça c'est pareil, c'est un système qui est très largement utilisé, notamment dans Minecraft. Bon, et ben en fait, si on tente de regrouper tout ça, on arrive en fait à un truc qui est quand même plutôt pas trop mal, parce qu'on a notre bruit de Perlin pour aller générer le monde, donc on voit bien nos courbes de terrain. On a du step CA pour aller générer des caves. Hop, on peut les voir ici, là, quand on navigue un petit peu. On a bien des caves qui sont creusées un petit peu partout. On a du L-System pour générer nos arbres. Alors là, en réalité, il y a des bouts d'arbres qui sont des arbres classiques. Et ensuite, on a des arbres plus gros. Là, ceux-là, c'est des arbres qui sont générés par L-System, du coup, avec une seule ou deux itérations pour pas que ça fasse des arbres qui sont gigantesques en voxel. Et puis nos plantes. Alors je suis désolé, j'ai pas pris le temps non plus de faire une fleur en modélisation 3D pour le navigateur. Donc ces cubes jaunes sont des plantes. Ouvrez vos chakras, promis, ce sont des plantes. Et avec du coup du placement aléatoire, on arrive à faire des parterres de fleurs, on arrive à mettre un petit peu de végétation et ainsi de suite. Vous rajoutez à ça toute une partie gestion de monstres, etc. Et vous avez plus ou moins un monde qui fonctionne et que vous pouvez étendre à l'infini. Là, en fait, ce qu'on a devant nos yeux, c'est l'équivalent d'un chunk dans Minecraft. Et vous répétez ça à l'infini et vous aurez une infinité de chunks. Et vous pouvez faire votre génération de monde comme ça à l'infini. J'ai oublié chaque fois de cliquer. Il existe plein d'autres algorithmes de génération. Là, on a parlé des algorithmes principaux, ceux que vous allez vraiment retrouver très fréquemment dans les jeux vidéo. Mais vous avez des algorithmes qui vous permettent notamment d'aller simuler de l'érosion et des mouvements de terrain. Donc ça, c'est utilisé notamment dans les générations de mondes réalistes, notamment si vous faites du Flight Simulator et ce genre de choses. C'est très utile pour ce genre de choses aussi. Pour faire des études de mouvement de terrain aussi, c'est assez utilisé en bureau d'études techniques. Vous avez des algorithmes pour transformer des continents en îles. Alors ça, c'est aussi super pratique quand vous faites un jeu vidéo et que vous voulez absolument avoir des îles à certains endroits. Vous générez vos continents et ensuite vous avez des algorithmes pour faire en sorte à ce que vous ayez des courbes de terrain qui soient suffisamment smooth pour vous donner l'impression qu'en fait ça a été une île dès le départ. Donc ça va vous régénérer des îles, ça va vous générer des variations de pente et ainsi de suite pour pouvoir faire des choses un peu plus homogènes. Et on a bien traversé notre contrée et enfin Gouze, ça y est, tu es là, je t'ai retrouvé. Je vais pouvoir aller oxyre le vil manant qui a tenté de te... Du coup, c'est ton tour de partir. Parce que, non, pas moi. Voilà. Ah Non, Flo. Bon, heureusement qu'il est parti parce que je commence à vraiment cuire. En fait, note pour moi-même, les talks costumés, ça sera que pour l'hiver. Parce que il fait chaud. Bon, ça y est, je me suis libéré. Eh ben, en avant pour l'aventure, on va essayer de voir comment on génère maintenant les donjons. En fait, on va essayer de retrouver Flo qui est dans le cachot du donjon. Hop, pardon. Donc, comment on fait des donjons en fait? Flo nous a montré jusqu'à maintenant comment générer les biomes, etc. En fait, il a essayé de parler un peu avec les caves. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me faire ma partie. Mais donc, résultat, maintenant, on va voir vraiment comment on fait des donjons. Il existe plusieurs algos. Le premier algo simple, c'est l'homme bourré en fait. L'homme bourré, c'est pas très compliqué. On prend une couverture cible de ce qu'on veut. Je vais vous expliquer après le bidirectionnel. Et donc là, en fait, on voit bon, je vais ralentir un peu l'animation. Mais en fait, l'idée, c'est que... Voici, c'est bon, ça ralentit un peu. Mais... Ouais. Donc là, l'homme bourré, en fait, il se déplace aléatoirement, en fait. Et ça nous permet de générer des donjons, en fait, qui sont forcément accessibles d'un point A à un point B, puisque, en fait, il a été tracé par un point qui s'ouvre au fur et à mesure.
Le problème de l'homme bourré, en fait, c'est que là, vous allez voir, ça fait pas vraiment des donjons super jolis, en fait, hein. On n'a pas vraiment des couloirs, on a plus des caves. Et donc, pour ça, en fait, on peut jouer sur le biais directionnel. Le biais directionnel, en fait, on va lui dire, par exemple, que si je mets un biais assez fort, il va faire des trajets beaucoup plus droits, parce qu'en fait, il va prendre en compte son déplacement qu'il a fait précédemment, et il va dire, ok, ben, j'ai 70% de chance, par exemple, de garder ma trajectoire que j'avais avant. Et ça nous permet d'avoir justement des trajectoires un peu plus grandes, des couloirs, des salles un peu plus que des caves. Cet algo, c'est vraiment l'algo le plus simple. On le trouve assez peu en fait. On le trouve dans certains jeux comme Cave of Code, un jeu assez récent. Mais bon. Un autre algo qui est un peu compliqué, qui est le Delaunay et arbre couvrant de poids minimum. En fait, cet algo-là, c'est vraiment l'opposé de l'homme bourré. C'est-à-dire qu'en fait, on va définir un peu un nombre de salles qu'on veut. Les cycles, je vais vous expliquer après, on peut avoir différentes si on veut que des petites salles ou si on veut que des grandes salles ou du mixte. Et l'idée, en fait, c'est de faire de la triangulation. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une salle et on va essayer de la relier avec les autres salles qui sont proches sans croiser les effluves. En fait, il ne faut jamais croiser les effluves. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle l'arbre minimal. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le chemin parmi lequel on va pouvoir relier toutes les salles du donjon, et donc avec un seul couloir. Après, on ajoute justement donc les cycles, ce que je disais, c'est qu'on va rajouter des couloirs supplémentaires pour éviter que ça soit Final Fantasy XIII où on a qu'un mode couloir en fait, hein, qu'on était tous déçus de cet open world. Et donc à la fin, on se retrouve avec un donjon assez complexe avec des couloirs qui amènent dans différentes salles, etc. Cet algo-là, en fait, il est quand même assez complexe parce que on doit gérer la triangulation, donc gérer en fait les zones de recouvrement entre les différents chemins possibles entre les salles. C'est pas l'algo le plus simple. Il est utilisé, lui, par exemple, dans Enter the Gungeon. Pareil, jeu assez récent. Moi, ce que je vais vous expliquer là, en fait, c'est que, je sais pas si certains d'entre vous sont MJ aussi, on a juste une feuille de papier, on a envie de faire un donjon rapide. Et bien en fait, on va utiliser le Binary Space Partitioning. En fait. Donc en gros là, on a une feuille de papier et le principe c'est quoi? En fait, je la découpe en deux. Et puis je la redécoupe encore en deux, dans l'autre sens. Ainsi de suite, je peux faire plusieurs itérations. Et donc là, je me retrouve par exemple avec 8 salles potentielles. Après, là, on a vraiment le donjon qui est assez simple. En fait, on va faire maintenant des salles de tailles différentes à l'intérieur pour justement avoir avec un peu de l'aléatoire, ce qui va nous permettre d'avoir des salles de tailles différentes et se retrouver dans chacune des feuilles qu'on avait, dans chacune des cellules qu'on avait, on va définir une salle. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un donjon un peu plus aléatoire et un peu plus non uniforme. Après, on va définir les couloirs. Pour les couloirs, en fait, c'est pas très compliqué. On va prendre une cellule, par exemple la cellule 1, on va regarder avec la cellule 2 qui est juste à côté. Ok, on va regarder s'il y a de la juxtaposition entre les salles. Donc là, en effet, en mode vertical, je suis capable de pouvoir avoir une juxtaposition, donc je peux faire un couloir. Là, c'est vraiment la version simple. On peut mettre des couloirs en L, etc. Là, on va faire des couloirs juste tout droit. Et on regarde avec la cellule 8 par exemple, pareil, on peut définir les couloirs. Et donc petit à petit, on va définir notre donjon en fait avec tous les couloirs possibles. Et donc là, par exemple, sur celle qui est en bas, là où on arrive, la cellule 7, c'est-à-dire celle-ci, en fait, elle n'a pas de juxtaposition avec sa cellule d'à côté, donc on va pas faire de couloir. Ça, ce mode-là a été utilisé dans un jeu pas très connu, je pense, de Diablo, si, ça vous parle? J'y jouais beaucoup quand j'étais ado. Et en fait, justement, pour les donjons dans Diablo, c'était ça qui était utilisé comme techno. Si vous vous souvenez, l'année dernière, j'étais venu vous présenter un peu les GPS, etc. et justement les calculs de trajectoire. Et donc, l'idée, c'est que, comme disait Flo tout à l'heure, les caves, on peut se retrouver avec des salles qui sont un peu isolées, etc. Quand vous faites un donjon, souvent c'est parce que vous voulez que votre personnage qui va rentrer dans le donjon veut atteindre soit un boss, soit un trésor, etc. Et bien en fait, l'algo le plus rapide, c'est Astar. Je ne vais pas vous refaire toute l'algo comme l'année dernière. Et donc là, si je fais ça, tac, 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 tac. Le principe de Astar, en fait, c'est de...
regarder les cellules aux alentours, de prendre le poids le plus faible, en fait, et de regarder avec une distance à vol d'oiseau pour atteindre le but final, en fait. Donc, résultat, on va se retrouver donc, du point vert au point rouge, donc à gauche ou à droite, et on va regarder les différents chemins, et dès qu'on a atteint la case, on va avoir le chemin le plus rapide pour l'atteindre. Cependant, le plus rapide à calculer, mais pas le plus rapide géographiquement. C'est un des problèmes de Astar, que Dijkstra, lui, par contre, fait vraiment le chemin le plus court, entre 2 points. Il y a les Chinois qui ont réussi à trouver un nouvel algo le mois dernier, pour justement qui est encore plus rapide que Astar sur le calcul de chemin. Donc là, en fait, on est capable de savoir en fait, si notre donjon, en fait, il est accessible ou pas. En fait. Donc là, on va lancer Astar entre notre point A et notre point B. Et donc là, on voit qu'il va tester toutes les cellules au fur et à mesure. On voit qu'il a tenté un peu en bas. Et puis, en fait, le plus rapide, quand même, c'est de passer par en haut pour aller atteindre le point B. Donc là, on garantit qu'entre notre point A et notre point B, il est accessible dans le donjon. Tout à l'heure, Flo vous a parlé de son bloc de pierre qui pouvait être soit un bloc de diamant, en fait, avec des contraintes. Ça, en fait, c'est le Wave Function Collapse. Le Wave Function Collapse, c'est la réduction du paquet d'ombre. Si on prend la définition Wikipédia, c'est un concept de la mécanique quantique selon lequel, après une mesure, un système physique voit son état entièrement réduit aléatoirement à ce qui a été mesuré. Bon, en gros, je vais vous faire un truc un peu simple. Dans les jeux de rôle, on utilise des dés. On n'a pas envie de faire un échec critique. Et donc, l'idée du Wave Function Collapse, c'est de se dire on va prendre l'état du dé à un instant T. C'est-à-dire qu'on va le lancer, et puis si on voit que le 20 est au moment où on le regarde, eh ben c'est bon. En fait, on va dire que la valeur du dé, c'était 20. On n'attend pas qu'il ait fini. Si je prends un autre exemple, ça, je pense que vous connaissez tous souvent les Sudoku. Ça vous parle, ouais, quand même. Donc, je vais en générer quelques-uns pour voir, Hop. Attendez. Où est-ce que j'en ai un qui est intéressant? Là, merci. C'est bon. Donc là, en fait, celui-là, Sudoku, donc ici, la valeur que cette case-là peut prendre, ça va être soit un 4, soit un 9. C'est ça, hein, ouais? Oui, attendez, mais après, sans regarder les contraintes à côté. Et donc là, c'est pareil, je peux avoir un 4 ou un 4, j'enlève le 5, ou un 9. Et donc, dans le principe du Sudoku, en effet, ici, ça peut pas être la valeur 4, mais quand je prends dans mon carré où j'étais, donc c'était soit 4 ou 9, et après je regarde à côté, et donc là, c'est forcément donc un 9, parce que je peux pas avoir, hop, ici ça va être lui, donc c'est un 9, et donc lui, ici, ça va être forcément un 4. Bon, je sais que je suis vieux, mais je vais pas faire un Sudoku pendant le talk, ça va peut-être pas être intéressant pour vous. Donc, on va passer, mais là, en fait, ce que vous avez compris, que ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai regardé d'abord le monde des possibles. J'avais tous mes carrés, tous mes cases, etc. qui étaient disponibles. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la superposition. En fait, mon carré peut avoir comme ma case peut avoir plusieurs valeurs possibles. Et puis, en fait, après, je vais avoir une entropie. Je vais chercher la case la plus facile. Là, c'est pour ça, quand j'ai généré plusieurs Sudoku, j'en voulais un juste avec deux numéros, parce que sinon, c'était un peu compliqué. Mais là, au moins, j'ai dit, bon, ça là, c'est assez simple pour choisir sa valeur. Et puis après, je vais faire ce qu'on appelle de l'effondrement. On va prendre des décisions par rapport à des contraintes. Tout à l'heure, Flo, dans son bloc de pierre, en fait, qui devenait le bloc de diamant, mais en fait, il avait un faible pourcentage au départ d'être un bloc de diamant, mais après, avec les contraintes, avec les blocs autour, eh ben, il disait, tu as beaucoup plus de chances d'être un bloc de diamant. C'est un peu le même principe avec le Sudoku, en fait. C'est que j'avais mon 4 ou 9, eh ben, c'était forcément un 9 parce que la colonne du dessus, il y avait un 4, donc résultat, je ne pouvais pas utiliser ça. Et en fait, le Wave Function Collapse, c'est exactement ça. C'est on va prendre une case qui nous intéresse le mieux, et puis après, on va faire cette propagation après chacune des cases qui sont aux alentours, parce qu'en fait, les contraintes vont être figées au fur et à mesure. Et donc, en gros, c'est juste créer du chaos organisé. On va donc gérer un peu l'aléatoire, et en fait, suivant les règles de voisinage, en fait, on va pouvoir faire un monde utile. Le Wave Function Collapse est super utile pour faire par exemple, des pavés dans les donjons, dire si on a plusieurs types de dalles, en fait, de carrelage, etc. Et aussi, en fait, avoir une contrainte sur un coffre, il ne peut pas apparaître sur une dalle qui est fissurée, ou il faut qu'il y ait une jolie dalle autour qui soit disponible.
Le Wave Function Collapse est utilisé dans Bad North pour la génération de tout leur monde en fait. Et donc là, en fait, avec ce que je viens de vous expliquer, on peut avoir des générateurs de maps. En fait, on voit quand même que les donjons sont assez aléatoires. On voit donc les différentes formes, que les couloirs sont tous joignables, etc. On a des coffres qui sont sur des cellules qui sont justement jolies. On a des dalles, ils sont jamais sur les dalles cassées. Donc on a notre générateur de donjons qui fonctionne en fait avec juste ce que je viens de vous expliquer. Grâce à ça, on peut faire des jeux en 3D. Donc là, par exemple, c'est exactement les maps que vous avez vues. J'ai fait un petit jeu en fait qui permet d'utiliser ces méthodes-là. Donc là, le but du jeu en fait, c'est de parcourir un donjon pour trouver la sortie avant que le petit monstre nous attrape. Et on peut avoir les coffres qui nous apportent des bonus ou des malus en fait. Et donc là, on voit qu'on bouge plus normalement dans pas longtemps parce que le monstre nous a attrapés. Le voilà. J'étais rapide. Donc là, ça si vous voulez, c'est un petit jeu que vous pouvez faire sur le téléphone. C'est exactement le même jeu qu'on vient de voir en 3D, mais il sera en 2D avec les maps que vous avez vues tout à l'heure. Il faut éviter que le monstre vous attrape. Voilà. Ah pardon, je vous remets. Je vous remettrai après si vous voulez. Ouais, merci Goose d'être venu me chercher parce que il n'était pas commode dans le donjon. Ouais, bah moi t'as vu, je transpirant et déjà il me faisait chauffer dans le truc, donc voilà. Tout bon, pareil, on y va. tout pareil. Ouais, on y va, ouais. On y va. Et donc au revoir. Voilà. Je vous ai non, c'est vrai, je vous ai attrapé. Ok, merci. Bon, c'est le temps des questions. Alors, je ne vais pas regarder l'heure, hein, mais c'est le temps des questions. Est-ce qu'on a levé bien la main? Ceux qui ont des questions, voilà. On a été rapide. Alors c'était top, hein, j'ai adoré. Alors, le problème c'est que maintenant j'ai plein d'idées, mais comme je ne suis pas bon en maths, je vais souffrir. Pour la génération des terrains, la flotte, elle était toujours à la même altitude. Ouais. Si on veut faire un lac de montagne. Ouais, avec du coup une plus grande profondeur. Avec un morceau de flotte, mais qui est en altitude. Ouais. C'est quelque chose possible ou il faut superposer plusieurs on va davantage utiliser la superposition en fait. Ouais. Okay. On va mettre un offset, on va dire le niveau de la mer en fait, il est plus à. Si on prend Minecraft typiquement, il est plus au niveau 64, il est au niveau 78 ou 80, et on va du coup modifier en fonction. Ouais. Mais tu peux avoir et la mer et le lac de montagne? Tu peux avoir et la mer et le lac de montagne, ouais. D'accord. Mais ça va demander un peu de travail de superposition en fait après sur ta génération. Macro de Bryce Designer et je galérais un peu. Merci. C'est à toi. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions là? Ah, il fait chaud. Bonjour, déjà merci pour la présentation. J'ai une petite question sur la génération de donjons pour le coup. Ouais. C'est qu'à l'instar de Isaac, où lui il va fonctionner sur une grille de 13 pièces, enfin de 13 emplacements par 13 emplacements possibles, et sur une librairie de pièces disponibles, et après il va y avoir un agencement. Est-ce qu'il y a un algorithme, comme vous l'avez présenté, qui permet, sans avoir une librairie de pièces, de générer un donjon où il n'y a pas de couloir, où toutes les pièces sont connectées directement entre elles? Ça, tu l'as un peu avec le Delaunay en fait, de tout à l'heure, où justement tu faisais que tu avais les jointures entre les différentes salles. Il me semble que Isaac utilise celui-là justement, Binding of Isaac. Il utilise le Delaunay, il me semble. D'accord, pour ça. Ok. Ouais. Très bien, ouais, merci. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Bon. Je posais une question sur la partie génération de terrain. Ouais. Donc vous montriez l'utilisation de Perlin donc sur, on va dire, un chunk. Comment s'assurer sur la génération des prochains chunks que l'on ne connaît pas encore, qui vont vraiment venir se coller et être fidèles à celui d'avant? Ouais, là en effet c'est un véritable enjeu là pour le coup quand tu t'amuses à régénérer plusieurs chunks. Il faut t'assurer que du coup tu prennes entre guillemets un pseudo aléatoire qui va te permettre d'avoir tes morceaux qui collent au fur et à mesure. Minecraft ils ont pas mal galéré à réussir à faire ça à l'époque. Dans les
dans les anciennes versions, parce que j'ai joué depuis la alpha de Minecraft, c'était assez fréquent que tu aies des chunks qui se retrouvent complètement coupés avec un autre biome un autre biome juste à côté. Là, pour le coup, en fait, tu vas plus faire du lissement de terrain en fait, au fur et à mesure, donc tu vas mettre en place d'autres algorithmes qui vont venir compenser potentiellement tes mauvaises générations de perlins, en tout cas celles qui ne vont pas correctement coller les unes à la suite des autres. Donc tu vas te servir d'autres algorithmes pour aller lisser le terrain et pour aller réduire cet écart au fur et à mesure. D'accord, donc on vient corriger les imperfections. C'est ça. Et c'est notamment pour ça que dans Minecraft, le biome n'est pas directement rattaché à un chunk. La génération change progressivement au fur et à mesure, mais dans le même chunk. Tout simplement pour s'assurer que tu n'aies pas cette espèce de gros décalage en fait. Ils trichent un petit peu. Ils ont des générations qui sont hybrides et qui te permettent d'avoir des débuts de chunks qui te permettent de justement pouvoir remonter un petit peu avec des algos de correction après derrière. Merci. De rien. Alors, moi j'avais 2 questions. Si j'ai bien compris, Astar, je n'étais pas là l'année dernière, Ouais. c'est un algorithme de pathfinding, c'est Oui. ça Ouais. C'est ça, Ok. ouais. En fait. Et Oui, ça, t'en as plusieurs en fait. Et Astar, c'est celui qui est le plus rapide pour le calcul. Parce que justement, en fait, Dextra, lui, tu vas calculer tous les chemins possibles en fait entre les 2 points. Ouais. Et Astar, lui, va prendre aussi en compte le fait d'avoir une distance par rapport à là où tu veux aller, ce qui permet de guider et de ne pas tester toutes les possibilités en fait. D'accord, ok, ouais, intéressant. Et c'est vrai que la réduction du paquet d'ondes, moi qui fais de la physique, ça va me parler forcément. Donc c'est pas vraiment la physique quantique comme je l'entends, parce qu'on n'a qu'une seule valeur à la fin. Mais en gros, ce que vous faites, c'est que vous réduisez les possibilités au fur et à mesure, c'est ça? C'est ça. En fait, d'abord, tu as l'entropie où tu vas choisir la case la plus simple où tu vas avoir le moins de choix possible. Et après, comme tu vas donner des contraintes au fur et à mesure, eh ben, en fait, tu vas limiter le nombre de choix possibles sur les cases d'après, donc tu auras beaucoup moins de calculs. En fait, tu ne vas pas prendre une où tu as beaucoup de superpositions possibles, beaucoup de valeurs possibles, parce que sinon, en fait, tu peux avoir un peu des artefacts, comme a montré Flo dans ses calculs de Perlin, en fait, où tu peux avoir des montagnes très abruptes qui font limite une forêt, en fait, quoi. Et en faisant ça, en fait, en choisissant l'entropie la plus faible, ça va te permettre de lisser assez rapidement et calculer rapidement des choses propres, en fait. Enfin, une dernière question. Pour l'aléatoire, au tout départ, vous utilisez quoi comme algorithme? Du Monte Carlo? Vous savez pas? Ouais, je sais pas, là, je t'avoue, là. Ok. Désolé. Ok, on a d'autres questions? De nouveau. Ouais, ça fait rien. Ce que vous avez affiché, tout ça, vous l'avez codé avec quoi? Les démos? Ouais. On avait du temps, on les a fait à la oui. mine. Non, on les a Non. fait Claude. On les a en grande partie Non, générés alors, avec, pardon. en dessous. Le les technos en langage, dessous. ouais, tu vois, et puis Ouais. ou les composants. Alors pour le coup, on est resté au plus simple possible pour que ça tienne juste dans du statique. Ouais. Donc c'est du JS pur et en fait le moteur de rendu 3D c'est du SriJS en fait en dessous. Ok, cool, merci. D'ailleurs pour la partie Perlin, j'ai dû aller la tweaker un petit peu parce que Claude avait fait 2-3 petites conneries, donc j'ai pu admirer la qualité du code qui avait été généré sur une ligne de prompt sur un truc qui devait faire du web. Je ne mettrai pas ça en prod, mais ça a fonctionné pour la démo. Ok. On a encore des questions ou on leur dit au revoir? Eh ben, merci à tous les deux. C'était Merci très beaucoup. intéressant. Merci à vous.